À Toulouse, quand j'étais jeune, je suis allée voir un ballet de Maurice Béjart. Et là, c'était comme une révélation de voir ces danseurs, la lumière sur les corps. J'ai trouvé ça magnifique. D'ailleurs, j'étais assez timide à l'époque et je suis allée voir les danseurs à la sortie de leur loge et je ne sais pas comment c'est passé. On est allé manger ensemble, on a discuté et je me suis dit que vraiment j'avais sûrement quelque chose à faire et je voulais travailler, créer. Voilà, la lumière des corps, ça me paraissait magnifique. Alors après, donc, je suis venue en région parisienne, j'habitais avec des artistes, j'ai une formation en animation socioculturelle, donc j'ai pris comme technique artistique la sculpture, donc le modelage, la sculpture, donc j'ai beaucoup travaillé en modelage. J'ai pris des cours avec les sculpteurs, Stéphane Quillard, en région parisienne. Et puis j'ai fait une formation en art-thérapie avec le média, la sculpture. C'est-à-dire que la sculpture, la pierre, justement comme aide au changement qui peut s'opérer chez la personne. Justement se coller à la pierre, la difficulté du travail de la pierre, je trouve que quand on arrive à se dépasser, sortir l'œuvre de la pierre, c'est quand même quelque chose de très fort. Et pour moi, j'ai choisi de travailler en sculpture avec la pierre ou le modelage. Donc à l'Association des paralysés de France, j'anime des stages, des ateliers de sculpture, modelage et pierre aussi. Moi, je ne peux pas toucher la pierre, c'est trop compliqué pour moi, c'est ce qui est dit. Et justement, essayer de dépasser cette barrière-là, qui est une première barrière, j'essaie de travailler la pierre et j'essaie de sortir quelque chose qui me plairait. Et donc moi je suis là pour les aider et on voit bien qu'on se dépasse, il y a facilement un dépassement de soi parce que la pierre c'est quelque chose où on se dit voilà, c'est pas pour moi dès le début et justement on se dépasse, il y a déjà un premier dépassement. On élague, le fait de délaguer et de travailler sur l'accident. Quand il se passe quelque chose, on ne réussit pas ce qu'on veut, on a fait un bras trop petit, on essaie de travailler sur l'accident, c'est-à-dire reprendre, le personnage va être plus petit, puisqu'on est en pierre. Justement, se dire que c'est pas grave ça, on peut toujours continuer. Il y a toujours une solution, on peut toujours... Voilà, et l'accident, c'est quelque chose de très intéressant, parce que les gens ont eu des accidents de vie, des accidents de parcours, et donc voilà, la pierre, ça permet de se confronter et d'aller au-delà. Et ça permet finalement de se mettre plus dedans. S'il y a un accident, si on est un peu tenace, on a envie de reprendre et jusqu'à ce qu'il y ait un résultat qui n'est pas forcément celui attendu. Quand c'est cassé, je transforme ou j'ai choqué, puis finalement au résultat je vois que c'est intéressant, il s'est passé quelque chose. Donc l'accident peut être positif. Le corps d'une personne handicapée, c'est un corps transformé, mais ce n'est pas un corps négatif. Je crois que souvent dans la création, il faut se laisser surprendre, pas être justement trop figé dans ce qu'on fait. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien changer de matériaux. J'ai toujours été dans l'expérimentation. Le plâtre, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, mais aussi la mosaïque, des mélanges, donc justement des dualités au niveau des matériaux, justement travailler sur quelque chose de très légère. Et par contre, travailler la pierre à côté, essayer de faire le lien entre le métal et la pierre en utilisant le caractère de chaque matériau. On travaille en fil de fer, on voit bien que donc c'est malléable, ça se transforme avec le temps, ça se rouille, ce n'est pas pérenne. Si on modèle le métal, on peut voir toujours à travers. Et à contrario, la pierre, on s'arrête. Donc c'est comme l'idée d'un travail intérieur et après la pierre, on est à l'extérieur. On la contourne, disons. Si on rentre dedans, on fait sortir l'œuvre, mais on est... voilà, c'est pas la même chose. Donc travailler un matériau avec un autre, ça c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Alors le fil recuit, c'est du fer qui n'est pas galvanisé. C'est-à-dire qu'il est très... déjà, il est bien plus malléable que du fer galvanisé, mais aussi, il n'est pas pérenne dans le temps. Il rouille. Alors, quand il rouille, on peut après arrêter la rouille si on veut, ou pas, on peut le laisser se dégrader. Donc, il va mourir de sa mort, quoi, en fait, il va se dégrader. Le fil de fer qui montre l'intériorité et
Et la pierre qui donne juste de la structure, les deux matériaux ensemble m'intéressent. J'aime bien aussi l'ambiguïté. Par exemple, la sculpture Renaissance, bon, il y a une poitrine, il y a une hanche, mais finalement le visage est très masculin et très dur. Je pense que je vais faire, hein, c'est sûr. Faut que ça ne soit pas plus loin de ce que je veux. La stéatite, ça fait partie des pierres tendres, hein, des premières pierres que l'on travaille, mais celle-ci, ça se travaille avec une gradine et un maillet, tandis que celle-ci se travaille beaucoup avec des râpes en diamant, la plupart du temps, ou des râpes comme celle-ci. Donc on travaille la chambre avec des petites ou grosses râpes, mais on met des râpes spécifiques. Et ensuite, c'est une pierre qui est polie et huilée pour faire ressortir la couleur de la pierre. Parce qu'au départ, dans la nature, on ne sait pas qu'elle est verte. Donc ça pourrait être vraiment un galet. C'est comme si on voyait, tu voyais un galet dans la nature. Et en la travaillant, elle révèle ses couleurs. J'aime bien travailler sur les toiles aussi, sur la toile, mais pas de manière seulement en peinture. J'aime bien superposition de toiles, travailler avec des cutters pour qu'on voit vraiment de la profondeur. Comme ça, j'ai travaillé sur un projet avec Cédric Paulet, qui est un photographe qui a photographié des écorces à travers le monde pendant des années. Et donc j'ai repris ces écorces magnifiques et je les ai mis en peinture sculpturale, c'est-à-dire avec des enduits sur toile, des pigments, des latères, suivant ce qu'il fallait pour donner l'effet de l'écorce, l'idée de l'écorce. Ensuite, quand j'ai commencé à travailler avec le fil de fer, parce que c'est un matériau aussi que j'utilise en art-thérapie, parce que c'est facile à travailler le fil de fer, c'est malléable et c'est facile d'accès. Donc je me suis dit aussi que je pouvais faire des éléments sur la toile, mais des espèces de bas-reliefs. Donc, et puis naturellement, je me suis dit que j'allais faire des visages, des portraits de femmes. Alors moi je suis très admirative de Gaudi. Voilà. Pour moi c'est l'artiste complet. Gaudi qui fasse des maisons, qui fasse l'intérieur des maisons, qui fasse du mobilier, qui travaille la mosaïque, qui travaille tout. Je n'ai pas la prétention de faire pareil, mais quand je le vois je me dis c'est formidable de pouvoir faire du lien entre tout et que quand les matériaux s'allient, ça fait vraiment quelque chose de merveilleux. Tout est dans la même harmonie, ça donne une harmonie complète. Donc Gaudi, pour moi, c'est l'harmonie totale. Il y a un artiste que j'aime beaucoup, un sculpteur, Subirac, donc qui a travaillé sur le fronton de la Passion de la Sagrada Familia à Barcelone. Donc quand je vois ces sculptures, je trouve qu'il y a un élan, il y a une force, c'est pas complaisant, c'est pas du tout dans les rondeurs. Donc j'aime ce travail-là, je trouve que c'est très puissant. Donc la sculpture, la Grande Bleue, elle est dans cette idée elle est entre des tessons de terre vernissée. Elle est dans l'idée de ce travail de Gaudi qui travaille beaucoup le bleu. Il y a une jardinerie qui m'a appelée, qui m'a dit on a reçu de gros pots de belles céramiques d'extérieur, tout cassés. Donc si vous voulez aller au cul de camion chercher toutes ces tessons, et donc je suis allée chercher ces tessons de terre vernissée, et puis je me suis dit tiens je vais faire une sculpture, je vais monter un personnage. C'est comme ça qu'est née la Grande Bleue.